Beaucoup de choses vont changer. En effet, le budget de l'État pour l'année 2026 a été adopté. Il va donc vous impacter directement. Alors pourquoi est-ce qu'il a été si compliqué à adopter et que change-t-il concrètement? On va voir tout ça aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors avant toute chose, le budget, c'est évidemment un texte crucial qui est porté par le gouvernement qui vise à fixer combien l'État français va dépenser dans la prochaine année, donc là en 2026, et comment est-ce qu'il compte financer ces dépenses pour l'année. Alors ce budget en théorie, il aurait dû être voté fin 2025, sauf que, faute de consensus politique, eh bien il y a eu une loi spéciale qui a été votée, une loi spéciale qui prolongeait pendant quelques temps le budget de 2025 sur le début de l'année 2026, le temps donc que le budget soit adopté, et c'est désormais chose faite. Et attention, il faut noter que ce budget, là, ce dont on va parler aujourd'hui, il va de pair avec un autre projet de loi, le projet de loi de financement de sécurité sociale, le PLFSS. Cet autre projet de loi, il impacte le budget sur d'autres aspects avec d'autres mesures. On en a déjà parlé il y a quelques jours, donc je vais vous les voir aussi l'impact de cette autre loi. Je vous mets le lien directement en description pour l'épisode de ces actus du jour. Alors avant de voir toutes les mesures, quelques éléments de contexte. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait notamment affirmé qu'il n'utiliserait pas l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est donc ce qui permet au gouvernement de faire passer une réforme ou un budget ici sans passer par le vote des députés. L'objectif affiché en évitant donc d'utiliser le 49.3, c'était de trouver le plus possible des compromis plutôt que de faire passer un texte par la force. Mais malgré de nombreux accords, notamment avec le Parti Socialiste, eh bien Sébastien Lecornu a quand même utilisé 3 fois l'article 49.3. Je rentre pas dans le détail de toutes les divergences politiques et des débats ces derniers jours, mais je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Ce qu'on peut noter simplement, c'est que l'un des objectifs qui était porté par le gouvernement, c'était de faire baisser le déficit public de la France. Le déficit public, c'est donc lorsque les dépenses de l'État dépassent les recettes, ce qui entraîne forcément une augmentation de la dette. Mais là aussi, tout le débat sur la question de la dette et les modes d'action, les solutions, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Alors, que contient finalement ce budget et qu'est-ce qu'il va changer pour vous? Parmi les mesures que l'on peut noter, celle peut-être qui a le plus fait parler chez les jeunes, c'est le fait que désormais, tous les étudiants vont pouvoir bénéficier de repas à 1 euro dans les restaurants universitaires du Crous, et ce à partir du mois de mai prochain. Faut noter que jusqu'à présent, il y a seulement les étudiants boursiers ou les étudiants en difficulté financière qui pouvaient en bénéficier, et autrement le prix d'un repas il était de 3,30 €. Désormais donc ce sera à 1 euro. Le coût de cette mesure, il est estimé à 90 millions d'euros pour l'État. Il était soutenu par certains syndicats pour lutter contre la précarité des étudiants, même si cette mesure, selon les syndicats, ne résout pas tout, notamment parce qu'il n'y a absolument pas de crous partout. Toujours concernant les étudiants, cette fois-ci c'est une mauvaise nouvelle pour eux. L'aide actuelle de 500 € pour les apprentis qui souhaiteraient passer leur permis de conduire, cette aide, elle a été supprimée. Alors le gouvernement le justifie par une mesure d'économie, mais les auto-écoles, vous l'imaginez, dénoncent une décision qui va impacter les jeunes qui veulent le passer. Autre mesure et autre changement d'ailleurs pour le permis de conduire ne pourra plus être financé par le compte personnel de formation, donc les fameux crédits CPF que vous accumulez au fil du temps, notamment chez vous travaillez. Désormais donc plus de permis de conduire avec un compte personnel de formation, sauf pour les demandeurs d'emploi. Eux ont le droit d'utiliser leur crédit CPF pour ça. Toujours concernant les jeunes, les étudiants étrangers qui sont en France et qui ne viennent pas de l'Union européenne, de l'Islande, de la Suisse, du Liechtenstein ou encore de la Norvège, et qui en plus de ça ne sont pas boursiers, ne pourront plus bénéficier des APL, donc les aides personnalisées au logement. Et ça, c'est une mesure qui va être mise en place à partir du 1er juillet 2026. L'État affirme réduire les dépenses publiques et mieux cibler les aides, sauf que des associations dénoncent une mesure arbitraire qui va fortement impacter les étudiants étrangers qui voudraient donc venir étudier en France. Autre mesure, à la demande du Parti Socialiste, la prime d'activité va être augmentée en moyenne d'environ 50 € par mois. Alors qu'est-ce que c'est que la prime d'activité? C'est un complément qui est versé aux salariés les plus modestes. Il y a environ 3 millions de ménages qui devraient bénéficier de cette hausse. Autre chose, on en a là aussi beaucoup parlé, à partir du 1er mars, les petits colis d'une valeur inférieure à 150 € et qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne seront systématiquement taxés à 2 €. L'objectif affiché, c'est notamment d'éviter la concurrence de produits chinois sur le marché, de limiter aussi l'entrée de colis potentiellement non conformes aux règles de l'UE. Ça cible notamment des entreprises comme Temu, où il y avait pas mal d'éléments potentiellement dangereux et surtout une forme de pollution avec plein de petits colis donc qui étaient livrés. Concernant les ministères maintenant, le budget de la défense va être augmenté de 6,5 milliards d'euros par rapport à 2025, et au total, plus spécifiquement, si on parle de la question de l'armée va dépasser les 57 milliards d'euros de budget en 2026. Il y a donc une augmentation pour
pour l'armée, ça on en a déjà parlé ces derniers mois, et en parallèle, eh bien, le budget cumulé de tous les autres ministères a diminué d'1,5 milliard d'euros. Et certains secteurs sont impactés, par exemple le fonds vert, donc le fonds vert qui a pour but de financer la transition écologique à l'échelle locale. Avant, il avait un budget de 1,15 milliard d'euros, et désormais, le budget il passe à 850 millions d'euros en 2026. Autre arbitrage qui fait énormément débat, c'est concernant les écoles. Il faut savoir qu'à la rentrée 2026, il y a entre 3000 et 4000 postes d'enseignants qui vont être supprimés. Alors quand on parle ici de suppression de postes d'enseignants, ce que ça veut dire, c'est pas que des gens vont être licenciés, simplement que entre les non-créations de nouveaux postes ou encore les non-remplacements de personnes qui partent à la retraite, il y aura 3000 à 4000 enseignants en moins à la rentrée. Alors selon le gouvernement, cette suppression elle est proportionnelle à la chute du nombre de naissances, et le ministre de l'Éducation nationale affirme même, je cite, que si le gouvernement avait suivi la démographie, il aurait fallu supprimer 8000 ou 9000 postes cette année. Un chiffre qui a été vérifié par France Info, mais ça reste évidemment un choix politique. En effet, absolument aucun texte de loi, aucune règle n'oblige le gouvernement à suivre les évolutions démographiques et à suivre donc le nombre de naissances. Et d'ailleurs, on peut noter que certains élus, notamment de gauche, mais aussi des syndicats, souhaitaient profiter de cette dynamique de la baisse du nombre de naissances, pas pour supprimer le nombre d'enseignants, mais plutôt donc en profiter pour diminuer le nombre d'élèves par classe. Et ce, alors que, pour donner un peu de contexte ici, il faut savoir que la France est le pays européen avec les classes du premier degré et du collège qui sont les plus chargées. Quelques sujets maintenant concernant les entreprises, concernant les taxes. Les entreprises qui dépassent 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires seront surtaxées. Alors c'est une mesure qui existait déjà en 2025, elle avait permis de rapporter 8 milliards d'euros. Cette année, elle devrait rapporter plus de 7 milliards d'euros, donc moins que l'an passé, puisque certaines entreprises ne sont plus concernées, et on parle simplement d'entreprises de plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Autre mesure qui est prolongée, les personnes seules avec des revenus de plus de 250 000 euros, ou alors les couples mariés ou pacsés avec des revenus de plus de 500 000 euros, devront payer un taux moyen d'imposition de minimum 20%. Alors en soi, avec de tels revenus très importants, c'est le cas pour la majorité d'entre eux, mais l'idée ici avec cette mesure, c'est de s'assurer que ce soit le cas malgré les abattements potentiels, les niches fiscales, etc., qu'il y ait à minima 20% d'imposition. Initialement, cette contribution devait durer 1 an, mais elle est finalement prolongée pour plusieurs années. Autre mesure, c'est la question d'une taxe sur les holdings. Alors on va pas revenir sur tous les débats, toutes les discussions qu'on a pu suivre ces derniers mois. Finalement, cette taxe sur les holdings, c'est une taxe en fait qui vise plus précisément des biens dits somptuaires. Alors on parle ici de choses comme des yachts, des chevaux de course, etc. C'est une taxe qui vise spécifiquement ce genre de choses dans le cadre de ce que l'on appelle des holdings et qui devrait rapporter environ 100 millions d'euros par an. Rapidement aussi, il faut noter que le tarif normal d'une carte de long séjour ou de résident en France va passer de 200 euros actuellement à 300 euros pour une première délivrance. De la même façon, le prix de la demande de la nationalité française va passer de 55 euros à 255 euros. Tout cela a aussi fait réagir un certain nombre d'associations qui dénoncent, je cite, un nouveau pas vers la précarisation des personnes étrangères. Ça, c'est donc l'essentiel des mesures, sachant que ce texte il doit désormais passer devant le Conseil constitutionnel qui doit s'assurer que ce budget il est bien conforme à la Constitution, donc à la norme suprême du pays. Je vous mets des liens en description parce qu'il y a d'autres mesures, et j'en profite d'ailleurs, alors c'est pas directement lié à cette question de budget, mais il ne vous reste que jusqu'à demain, donc mercredi 4 à 23h59, pour vous inscrire sur les listes électorales en ligne. Autrement, vous avez jusqu'au vendredi 6, si jamais vous allez directement en mairie. Alors les inscriptions électorales, pour rappel, c'est ce qui permet de s'assurer que vous pourrez voter aux élections municipales qui auront lieu le 15 et le 22 mars. Alors je vous le disais, je crois déjà ce week-end, en théorie, vous êtes automatiquement inscrit, mais attention, déjà c'est toujours bien de vérifier que vous êtes bien inscrit, et surtout, faut vérifier que vous êtes inscrit au bon endroit. Si vous avez déménagé ou autre, tout cela ne vous suit pas forcément, et parfois il faut faire des démarches. Donc j'ai oublié de vous partager ce week-end le lien, donc je vous le remets directement en description. C'est très rapide et ça permet de vous assurer que vous pourrez voter dans un mois. Au passage, pour tous ces sujets d'ordre administratif ou autre, je l'ai déjà dit, mais notre média Élan pourrait vous aider. C'est un média que j'ai lancé avec l'équipe l'an dernier qui porte notamment sur ces questions-là, et c'est très pratique et très utile pour vous, et on le fait notamment sur Instagram. Le nom du compte c'est elan.media, ELAN.media. Vous êtes déjà plusieurs centaines de milliers abonnés, merci beaucoup et merci pour vos retours. Allez, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Le Français de 34 ans, Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a été acquitté ce mardi par un tribunal malaisien. Il était détenu depuis plus de 900 jours. Selon la juge de la haute cour criminelle, je cite, « Le tribunal n'a pas réussi à établir la preuve de la culpabilité, l'accusé est donc acquitté et libéré. » À noter que Tom Félix a toujours clamé son innocence depuis son arrestation.
d'exploitation en 2023. À l'époque, il avait investi 40 000 € dans un restaurant qu'il prévoyait d'ouvrir en partenariat avec un Malaisien et sous-louer une chambre chez lui. En août 2023, la police avait fait irruption dans la maison et trouvé du cannabis dans les parties communes. Tom, son associé malaisien et l'ex-épouse de ce dernier avaient donc été interpellés, mais les analyses ADN n'ont jamais incriminé le Français. Emmanuel Macron a exprimé sur X son immense soulagement après avoir appris que Tom Félix allait être libéré. Sa mère a quant à elle déclaré qu'il s'agissait de la fin d'un cauchemar. Elle avait affirmé au journal Le Monde en mai 2025 que Tom partageait sa cellule avec 37 autres détenus sans droit de promenade ni de sortie. Deuxième info, plus de 70 missiles et 450 drones russes ont été lancés sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces frappes ont provoqué des coupures d'électricité et de chauffage alors que l'Ukraine fait face à une vague de froid. Pour vous donner une idée, ce sont plus de 1100 immeubles d'habitation qui sont sans chauffage à Kiev, la capitale ukrainienne, selon le ministère ukrainien du développement. En cette période de l'année, les températures avoisinent les -20 degrés. Une des frappes a aussi endommagé un monument soviétique qui marque la victoire sur les nazis à Kiev, selon la ministre ukrainienne de la Culture. D'après elle, depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a endommagé ou détruit plus de 1680 monuments du patrimoine culturel et des milliers d'infrastructures culturelles. Ces attaques interviennent alors que Volodymyr Zelensky a annoncé ce dimanche que les prochaines négociations entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine se tiendront le 4 et 5 février à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il a affirmé que l'Ukraine était prête à un dialogue de fond. On suivra ça. Troisième info, les États-Unis et l'Inde ont conclu un accord commercial. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump ce lundi sur son réseau Truth Social. Alors pour le contexte, le président des États-Unis avait imposé l'an dernier 25% de droits de douane sur toutes les marchandises indiennes. En août, il avait ajouté une surtaxe de 25% sur plusieurs produits indiens à cause des achats de pétrole russe par l'Inde. Pour bien comprendre, lorsqu'un pays impose des droits de douane, ce sont les importateurs qui les paient. Donc par exemple ici, quand Donald Trump taxe des produits indiens, ce sont les entreprises américaines qui achètent ces produits qui paient la taxe à l'entrée du territoire. Ce nouvel accord prévoit donc la fin de cette surtaxe supplémentaire, mais aussi une baisse immédiate des droits de douane américains sur l'Inde qui passe de 25 à 18%. En échange, l'Inde se serait engagée à renoncer à ses achats de pétrole russe au profit des États-Unis et potentiellement du Venezuela, selon Donald Trump. Pour le moment, le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, n'a pas confirmé cette contrepartie. Selon Donald Trump, l'Inde se serait aussi engagée à renforcer sa politique de Buy American, donc à investir davantage dans des sociétés américaines de technologie, d'agriculture ou encore d'énergie. À noter qu'il y a quelques jours, un autre accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde avait déjà été signé, on en avait parlé. Quatrième info, en France, l'année 2025 a encore été une année noire pour le logement, selon la Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement Fondation Abbé Pierre, qui a publié son rapport annuel ce lundi. D'après elle, plus d'1,1 million de personnes n'ont pas de logement personnel, c'est-à-dire qu'elles vivent à la rue, dans un squat, un bidonville, en hébergement d'urgence ou chez un tiers. Parmi elles, 350 000 personnes sont sans domicile fixe, un chiffre similaire à 2024. En 2014, le nombre de personnes sans domicile fixe était estimé à 143 000. Selon le rapport, la demande de logement social n'a jamais été aussi élevée, avec plus de 2,8 millions de demandeurs en attente. La précarité énergétique est aussi en hausse. 35% des ménages ont eu froid dans leur logement en 2025, contre 30% en 2024. Alors face à cette situation, l'organisme a dénoncé, je cite, des années d'abandon par l'État. Cinquième info, la France a déployé ses 2 premiers flotteurs capables de plonger jusqu'à 6000 mètres dans les océans. C'est le 3e pays au monde à le faire, après les États-Unis et la Chine. Les flotteurs, ce sont de longs tubes équipés d'instruments et d'une antenne pour transmettre des données. Ils plongent en profondeur pour mesurer la température, l'oxygène ou encore la salinité, c'est-à-dire la quantité de sel dans l'eau, avant de remonter à la surface. L'objectif, c'est de mieux comprendre le réchauffement climatique. En effet, l'océan absorbe plus de 90% de l'excès de chaleur lié aux activités humaines et une partie de cette chaleur se diffuse en profondeur. À noter que ces flotteurs font partie du programme Argo, lancé dans les années 2000 et qui regroupe près de 4000 flotteurs qui, eux, ne peuvent descendre que jusqu'à 2000 mètres. Une trentaine de pays participent à ce réseau à travers le monde. La France est le 2e pays contributeur du programme avec 306 robots sous-marins fin 2025. D'ici à 2028, la France prévoit de se doter de 30 flotteurs capables d'atteindre les 6000 mètres. Et on finit avec cette actu. En Italie, la fontaine de Trevi à Rome est payante depuis ce lundi. Les visiteurs doivent désormais payer un ticket de 2 € pour s'en approcher. En revanche, l'accès pour les résidents de Rome, les enfants de moins de 5 ans, les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants reste gratuit. Alors l'objectif de cette mesure, qui devrait rapporter 6,5 millions d'euros à la
capitale italienne, c'est de lutter contre les effets du surtourisme. Selon la mairie, en moyenne, 30 000 personnes viennent voir la fontaine de Trévi chaque jour. À noter que la fontaine restera visible gratuitement à distance et derrière une grille. Seul l'accès de proximité sera donc réservé aux détenteurs de billets. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Pour tous les nouveaux, je rappelle que ce format peut aussi l'écouter tranquillement le matin dans les transports ou sous la douche ou comme vous voulez, directement en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Je vous mets les liens en description. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue à tous les nouveaux. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.